Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il aura œuvré pendant près de 4 ans au renforcement de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique, deux pays qui entretiennent des relations d'amitié et de partenariat depuis plus de 60 ans maintenant. Une coopération qui embrasse désormais de nombreux domaines, démocratie, croissance économique, santé, culture, sécurité, pour ne citer que cela. Après plus de 3 ans de bons et loyaux services en tant qu'ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Mali, le temps des adieux pour l'ambassadeur Denis Hankins. Le diplomate en fin de mission quitte le Mali, pays engagé depuis 2020 sur la voie d'une transition politique avec désormais une nouvelle vision et de nouveaux principes en matière de coopération internationale. Avant de quitter donc définitivement notre pays, l'ambassadeur Denis Hankins a accepté notre invitation pour évoquer avec nous son séjour au Mali et la coopération entre les deux pays. Excellence, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue sur notre plateau et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, au moment de quitter le Mali, peut-on savoir quels sont les sentiments qui vous animent? Bon, c'est un sentiment, après 3 ans et demi, j'ai passé déjà pour 3 chefs d'État, je pense maintenant c'est 6 chefs de gouvernement, mais toujours nos relations au niveau du gouvernement, je pense que c'était en relation de respect mutuel. Ce que j'ai plus aimé, c'était toujours l'opportunité d'être avec le peuple malien, particulièrement en les voyages hors de capitale. Ce sont les souvenirs qui restent toujours avec moi. La diplomatie qu'on peut faire sous les arbres avec les paysans. J'aime toujours ces contacts, mais aussi avec la jeunesse aux universités, les groupes. Mais vraiment, c'était une époque assez extraordinaire, je pense, dans l'histoire du Mali. Et j'espère que du côté des États-Unis, même qu'il y a de turbulences, que nous avons aidé au minimum d'aider les Maliens pour trouver leur futur, le futur qui c'est juste pour eux. En tant qu'ambassadeur, vous avez beaucoup sillonné le Mali. La première année avant la crise de Covid, avant l'expansion des questions de sécurité, j'ai fait une question d'être hors de capitale au minimum une fois par mois. Et j'ai fait question aussi parce qu'avant mon arrivée à Washington, ils n'en parlaient que du nord et du centre. Alors j'ai fait question aussi de visiter Sikasso et de visiter Kai pour montrer qu'il y a une section de pays où il y a de l'économie, il y a un peu de calme, mais aussi de visiter les zones de centre et nord qui sont en turbulence. Mais j'ai pensé toujours, c'est comme s'il y a un diplomate qui ne reste qu'à Washington, il n'a pas une image des États-Unis. Et bon, Bamako, c'est 20% de population. J'ai toujours pensé important d'avoir une idée des préoccupations d'autres 80%. Et vous avez pu vous imprégner un peu de la culture des autres parties du Mali? Oh oui, bien sûr. Et le Mali, c'est si divers. Alors, Kai, en comparaison avec Sikasso, avec Kidal, ils sont 3 mondes complètement différents. Mais je pense que ça, c'est l'un des aspects forts du Mali comme les États-Unis, parce que c'est un pays qui s'est diversifié. Et pour nous, et je pense pour Mali aussi, ça, c'est la force du pays d'être diversifié. Alors, vous rentrez aux États-Unis, en tout cas, vous quittez le Mali, vous êtes certainement appelé à d'autres fonctions. Est-ce que vous connaissez votre point de chute après le Mali? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, après, j'étais absent des États-Unis pendant les derniers 15 ans. Alors, finalement, je dois retourner. Et mon dernier poste sera au Pentagone. Alors, je serai l'attaché diplomatique pour notre garde nationale. Le garde national américain, c'est différent que le garde national malien. Chaque État, il y a un garde national. Mais c'est le garde national qui est en charge pour la plupart des formations des forces à l'extérieur. Il y a déjà une centaine de partenariats, state partnership. Par exemple, l'État de Utah, c'est lié avec Maroc. L'État de Maryland, c'est lié avec Sénégal. Alors, c'est de renforcer ces lignes de coopération en termes de formation et les lignes entre les États. Vous parlez du dernier poste? Oui, c'est le dernier poste. Alors, aux États-Unis, quand on arrive à 65 ans, il faut quitter. Alors, je suis presque là. D'accord. Après, quand même, un parcours assez riche, Excellence. Parlons de relations entre les deux pays concrètement. Certains observateurs ont parlé en son temps, au lendemain de ce que l'on appelle ici la rectification de la trajectoire de la transition. Certains ont parlé donc de coup de froid dans les relations bilatérales.
est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre? C'est vrai, il y a des changements. Il y a des changements que je pense sont importants. J'ai vu avec ce gouvernement de transition une vraie volonté de voir des changements de base pour éviter ce cycle de gouvernement d'instabilité. Nous sommes convaincus que les gouvernements démocratiquement élus sont importants, mais même nous voyons sondage après sondage que, bon, ce gouvernement, c'est populaire. Leurs idées sont toujours populaires, mais on a vu toujours avec les sondages qu'il y a des limites. Les gens sont très contents de voir 2 ans, quelque chose comme ça, pour essayer de faire des changements en termes de système politique, en termes de constitution, d'avoir plus de chances d'avoir une stabilité et d'avoir du succès économique et aussi en termes de stabilité pour le futur. Il y avait des efforts. Et dans ce sens, même, il y avait certains avantages. Quand je suis arrivé avec le gouvernement de IBK, et depuis longtemps, il y avait la tradition qu'on a changé les ministres chaque 8 mois. Et c'était très difficile pour les partenaires d'avoir une vraie coopération avec le gouvernement parce que les ministres n'étaient pas là si longtemps pour créer leur propre stratégie. Maintenant, et nous sommes toujours actifs avec soit le ministère d'éducation, de santé, d'agriculture, mais maintenant nous voyons les ministres qui sont en place pour plus d'un an. Ils ont bien communiqué leur vision pour le futur du pays qui a aidé nous d'être, je pense, plus efficaces en termes de notre coopération. Et même que pour certains aspects, avec le coup d'État, il y a des règlements américains, on a occupé certains aspects de notre coopération sécuritaire. Mais je dirais qu'on a même augmenté notre coopération en termes de coopération de développement et de humanitaire. Humanitaire, c'est triste parce qu'il n'y a plus de besoins. Alors, parlons d'accompagnement de la transition. Dans un communiqué, le département d'État disait en juin son engagement à soutenir le processus de transition afin de favoriser un avenir de gouvernance démocratique responsable pour le peuple malien. Je cite le communiqué. Par quoi est-ce que ce soutien à la transition va se manifester? Bon, par exemple, depuis longtemps, il y a... notre coopération, c'est fait avec les ONG internationales ou nationales. Il y a l'ONG IFIS, qui c'est la Fédération internationale pour l'appui au système électoral, qui était ici l'année dernière. On a augmenté le budget pour l'année prochaine. Ça, c'est particulièrement pour aider cette nouvelle agence indépendante pour gérer des élections. C'est pour renforcer la capacité du gouvernement en termes techniques de faire des élections. Nous savons que dans les situations actuelles, si on parle des élections présidentielles, les élections au référendum, bon, c'est assez simple de le faire. Nous savons que les élections locales seront plus difficiles en termes de sécurité. On a essayé, bon, s'il y a besoin pour assistance en termes pour la réforme de constitution, et même nous sommes en train de renforcer la capacité de CEDEAO parce que le CEDEAO, il y a cette cellule, il y a ce comité de suivi local de CEDEAO, Union africaine et de MINUSMA. Alors nous sommes en train de renforcer la capacité avec les experts nationaux pour aider le CEDEAO d'être un partenaire utile pour le Mali. Alors, parlons de ce qui a déjà été fait, à commencer par la coopération sécuritaire, la sécurité qui est aujourd'hui la préoccupation numéro 1 donc, des Maliens. Quel est l'état de cette coopération au moment où vous quittez le Mali et comment est-ce qu'elle va évoluer, la coopération sécuritaire entre les deux pays? Bon, avec le premier coup d'État, nous étions obligés de suspendre certains aspects. Par exemple, c'est nous qui était le partenaire principal pour le développement de BAFS, dans lequel le colonel Gota est le chef. Mais nous continuons toujours d'avoir une bonne relation avec le gendarmerie. Il y a le GSIGN qui toujours reçoit l'assistance, même en termes des équipements et de formation, pour aider la capacité du gouvernement de réagir s'il y a une attaque terroriste dans la région de Bamako. Nous continuons de renforcer cette capacité. J'ai un attaché de FBI, le service d'investigation criminelle américain,
qui, j'ai vu pendant ces années, on a même augmenté notre coopération en termes des investigations criminelles liées avec les groupes terroristes pendant ces derniers 2 ans. Alors, on continue d'avoir une relation en termes de sécurité. Bien sûr, le plus grand investissement, c'est en termes des investissements avec MINUSMA. Ça, c'est plus que 300 millions de dollars par an pour les États-Unis. Mais pour la plupart, ce que nous avons prioritisé, c'était plus en termes des services de base, soit de santé, d'éducation, d'agriculture, des autres aspects de notre coopération. D'accord. Et vous parlez aussi donc de justice, vous apportez un appui à la réforme du code pénal. Quelle place occupe la coopération en matière de justice dans les relations entre les deux pays? Non, je pense que c'est basique. Il y avait la coopération avec le ministère de la Sécurité. Nous avons aidé pour la réforme de leur système des ressources humaines. Mais je pense que c'était une longue coopération avec le ministère de la Justice. J'étais avec le ministre avant-hier. Depuis 2006, le gouvernement a essayé de faire une réforme du code pénal. Et il y a certaines réformes qui sont maintenant presque à être proposées à CNT, qui, s'ils sont acceptés, seront les plus modernes d'Afrique de l'Ouest, peut-être d'Afrique, qui peuvent traiter des questions qui pour nous sont importantes en termes de trafic des personnes, les droits des enfants, les droits des femmes. Alors, dans ce sens, nous sommes fiés. Les changements de code et le pénal, ça prend du temps, c'est pour les juristes, c'est pas facile, mais là, c'était l'une des grandes priorités. Ce que nous savons aux bases, s'il n'y a pas de justice, c'est difficile de voir une vraie démocratie. Alors ça, c'est l'une des bases du système démocratique. Et là, il y avait toujours, et je dois dire, j'ai travaillé, je pense, avec 4 ministres de justice, et tous les 4 étaient engagés, intelligents. Alors là, c'était l'une des priorités que j'ai bien aimé parce que c'est quelque chose en termes de ces changements de base dont on a parlé. C'est un peu avoir les changements du système judiciaire légal. Ça peut être une garantie pour le futur. Excellence, le Mali est en crise, le monde entier d'ailleurs. Beaucoup craignent aujourd'hui une crise alimentaire mondiale. Comment aidez-vous vos pays partenaires, parmi lesquels le Mali, à faire face à cette situation? Alors, le gouvernement américain a choisi 20 pays. On a créé plus de 15 millions de dollars d'assistance humanitaire qui s'est arrivé juste au moment de crise à Ménaka. Alors, je pense qu'avec PAM, MINUSMA, les autres, ils sont en train d'aider les déplacés de la région de l'Est du pays. Mais même on a vu que, par exemple, généralement, le Mali emporte vers 400 000 tonnes des engrais. Alors maintenant, il y a un programme de USAID de travailler avec le secteur privé malien, d'acheter plus des engrais produits au Mali, mais en même temps d'augmenter la capacité du Mali. Parce que de ces 400 000 tonnes des engrais, la production nationale était plus ou moins 100 000. Alors, avec cette intervention, nous espérons que la capacité nationale peut arriver à la moitié de 100 000 tonnes. Alors, ça peut aider avec la situation actuelle, mais aussi d'aider le Mali de long terme d'avoir plus de capacité autonome et d'être un peu isolé des crises extérieures. Donc, on n'est pas uniquement dans la gestion de l'urgence, on voit beaucoup plus loin. Oui, non, c'est de l'urgence, mais c'était 15 000 dollars qui c'était aide humanitaire. L'autre, c'était un peu en termes d'aide de développement, mais de court terme. Alors, nous espérons que cet impact en termes de capacité nationale de production des engrais peut un peu arriver dans les prochains 2 ans. Même cette année qui on peut voir une augmentation de capacité nationale. Excellence, la crise au niveau mondial, c'est aussi la crise sanitaire avec le Covid-19. Ouais. Votre pays joue un grand rôle dans l'accès aux vaccins. Plus de 500 millions de doses distribuées à travers le monde. Le Mali a déjà reçu 3 vagues. Une autre étape, c'est la fabrication de vaccins en Afrique, notamment. Où est-ce que vous en êtes avec ces 2 objectifs? Bon, en effet, l'assistance dans le secteur de santé, c'est plus que la moitié de notre assistance depuis longtemps.
il y a certains projets, par exemple, il y a notre Institut national de santé qui, depuis 30 ans, a travaillé avec les experts maliens. Il y a maintenant la recherche malienne pour les vaccins contre le paludisme, pour les vaccins contre plusieurs maladies. Mais je suis très fier de notre comportement avec la crise de Covid, parce que nous étions les premiers de donner les vaccins. Ça, c'était un peu le changement de notre gouvernement. Le premier acte du président Biden était de rentrer dans le OMS, que le président Trump a décidé de quitter. Mais même avec l'impact du président Trump, je pense que c'était la recherche et le financement pour les entreprises privées, parce qu'il y a maintenant, il y a Pfizer, il y a Moderna, il y a Johnson & Johnson. Et on a fait des donations de Pfizer et aussi de Johnson & Johnson. Et on a trouvé particulièrement un rôle particulier pour Johnson & Johnson parce que le gouvernement a bien utilisé dans les zones de nord et de centre où il y a des questions d'accès pour la sécurité, mais où il y a aussi les grandes populations qui sont nomadiques. Alors Johnson & Johnson a l'aspect d'être un vaccin qu'on peut donner une seule fois et vous êtes vacciné pendant que tous les autres. Mais je dois noter que notre coopération s'est faite dans le contexte international. Il y a des autres partenaires. La Chine était très active, le Japon était actif, l'Union européenne était très active. Alors c'était vraiment une crise globale et avec une réaction globale, mais nous sommes très fiers de la leaderance des États-Unis ici et dans le monde. Vous avez parlé en matière de coopération sanitaire, de lutte contre le paludisme. On peut dire que c'est le fleuron de la coopération Mali-États-Unis. Oui. Non, et en effet, je pense que ça, c'était un aspect de fait que notre coopération dans le secteur de santé, c'est de long terme. Parce qu'avec COVID, on a vu que le gouvernement a eu besoin de comment détecter, mais c'était avec notre service de CDC depuis la crise d'Ebola avec les voisins, on a formé presque tous les épidémiologues maliens, on a renforcé la capacité, le Mali c'est parmi les mieux classés parmi les pays africains en termes de leur capacité. Vous avez la capacité de recherche, la capacité en termes des laboratoires qui sont très avancés et aussi la capacité en termes de surveillance des maladies, soit des Ebola, des Covid ou toutes les autres maladies. Alors, il y a une capacité et pour nous, c'était aussi de noter que le secteur de santé, c'est l'un des secteurs qui est présent dans tous les secteurs du pays. Et même ça peut aider en termes de crise sécuritaire, mais même en termes de créer cette idée de maliennité, parce que j'ai vu, par exemple, avec nos vaccins, le gouvernement a priorisé le nord et le centre, particulièrement avec Johnson & Johnson, pour montrer qu'ils ont pensé en termes de tous les Maliens. Et nous étions très, très contents de voir cette stratégie de ministre. Parlons de coopération et d'assistance culturelle. La diversité culturelle du Mali, vous l'avez dit, c'est l'une de ses plus grandes richesses. Les États-Unis appuient le Mali dans la promotion de cette culture. Oui. Et aussi, c'est toujours dans le même sens, d'aider. Quand j'ai parlé, les États-Unis, nous sommes un pays diversifié comme le Mali. Alors, de renforcer cette idée de maliennité de tous les zones. Pendant mes 3 ans ici, on a commencé avec un projet qui s'était basé sur le sud, de faire un catalogue de tous les sites archéologiques du pays. L'année prochaine, c'était au centre de renforcer les traditions en termes de tissus parmi les communautés Dogon et Pula. Et pour cette année, c'est de renforcer la disparition, la connaissance des manuscrits du Nord. Et j'étais très fier. On a travaillé depuis longtemps, même avant mon arrivée, mais avec ma présence ici, avec le Premier ministre, on a reçu presque 900 pièces qui étaient de la culture malienne, qui étaient prises par nos agents de douane américains. Et alors, c'était les pièces qui étaient volées de Mali et exportées dans un sens illégal. Alors, on a renversé, et maintenant, même au Musée national, il y a une exposition de ces pièces. Et après, certains autres musées américains ont
commencé de voir les objets maliens et certains ont déjà fait une retour de ces choses. Et ça, c'était c'est important. Il y avait même pendant, je pense, mon première année, il y avait une exposition au Smithsonian aux États-Unis concernant l'histoire d'Afrique de l'Ouest basée sur les empires de Mali. C'est important d'avoir cette connaissance, mais de retenir pour Mali les pièces qui s'étaient prises en termes illégaux. Et je pense, en termes de notre coopération avec le ministère de la Culture, c'était très fort avec un impact qui peut aider les Maliens d'avoir cette idée qu'ils sont tous Maliens, même s'ils sont de diverses régions. Alors, si j'ai bien compris, l'accord sur les biens culturels, c'est un accord qui est là et qui est renouvelé tous les 5 ans, si je ne m'abuse. Avec quelle nouveauté cette année? Bon, et même, le Mali, c'était le premier pays africain à signer un accord dans ce sens, parce que je pense que le Mali, c'était toujours considéré le centre, le berceau de la culture africaine. Alors ça, c'est logique. Cette année, ce que nous avons fait, parce qu'avant, c'était fait un accord concernant les exportations des pièces de la vallée de Niger. Et le gouvernement a décidé cette année de faire expansion pour tout le territoire malien, alors pour tous les cultures maliens. Et nous sommes très contents de coopérer avec le Mali dans ce sens. Alors, autre fleuron de la coopération entre les deux pays, l'assistance en matière d'éducation. Il y a tous ces programmes d'échange du département d'État qui font un peu le prolongement des relations au brassage entre populations. Oui. Et l'éducation, c'est toujours, vous avez l'un des taux plus hauts en termes de croissance de population. S'il n'y a pas d'éducation, c'est une crise. Il faut avoir une population éduquée pour faire face à toutes les menaces. Je suis très content avec la transition. L'année dernière, c'était sous l'année de mes 3 années qu'il y avait une année complète pour les étudiants. Mais j'ai vu dans ce sens, c'était un peu difficile de voir les résultats concrets, parce que s'il y a toujours ces grèves, si les étudiants ne peuvent pas arriver aux écoles, c'est difficile pour eux. Mais on a avancé. On a vu dans certains programmes, j'ai vu par exemple, il y avait un programme du USAID pour augmenter le niveau, la capacité de l'air. Et dans les régions où nous avons travaillé, c'était plus dans la région de Mopti, quand nous sommes arrivés pour les enfants de 8 ans, c'était seulement, je pense, 4% qui étaient capables de lire au niveau nécessaire. Après 5 ans, c'est vers 20%. Alors, il y avait des grands investissements. Toujours ce que j'ai noté, parce que, nous sommes bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers, mais soit du secteur de santé, soit du secteur d'éducation, d'agriculture. Il y a une base de fonctionnaires d'État qui sont dédiés, qui sont professionnels. Il y a des professeurs dans tous ces secteurs. Alors, c'est toujours par les Maliens, la plupart de succès, c'est nous qui sommes là pour aider avec les ressources, mais vraiment, c'est les Maliens eux-mêmes qui font la plupart de ce succès. Les programmes d'échange, quel avenir pour ces programmes? Il y avait l'impact de Covid. Il y avait, je pense, une trentaine des Maliens qui ont participé dans les échanges virtuels l'année dernière. Ce n'est pas la même chose de visiter les États-Unis. Je vois dans ce gouvernement, et chaque fois, quand il y a un nouveau gouvernement, il y a toujours une tendance, est-ce qu'il y avait les gens qui ont visité les États-Unis? Et généralement, c'est 30% au plus qui a visité les États-Unis. J'ai bien aimé notre programme de YALI, qui c'est pour les jeunes leaders africains. Il y a déjà une centaine de jeunes Maliens que je vois maintenant dans les ministères, chefs des ONG, dans les entreprises. Alors, ce n'est pas seulement pour les ONG, mais de divers aspects. Et c'est cette leader qui, je vois déjà un impact de ces leaders qui va continuer. Mais chaque fois il y a assez de raisons d'être pessimiste de temps en temps dans ce pays, mais quand je suis avec ces jeunes de Yali, je suis toujours optimiste parce que je vois avec la jeunesse malienne, il y a des gens qui sont très dédiés, qui ont une vision pour un avenir plus fort pour le pays.
Alors, ça donne énergie. D'accord, vous parlez de Yali et les autres programmes? De Yali, il y a aussi des programmes, c'est Access, c'est pour les jeunes en termes d'augmenter leur capacité d'anglais. Il y avait même récemment un échange, c'est les athlètes militaires féminines qui ont fait une visite aux États-Unis dans l'État de Washington pour un échange de basket où les femmes maliennes sont très fortes. Les hommes aussi, mais les femmes particulièrement sont très fortes. Alors, ce genre d'échange, c'est toujours important, les échanges de Fulbright, même en termes des leaders de presse. Je sais qu'il y avait assez de visiteurs de secteur de presse malien, mais c'est important d'avoir ces échanges. Et pour nous, c'est l'idée de trouver les gens, généralement avant 35 ans, quand ils commencent à avoir le rôle professionnel. Et pour nous, c'est important qu'il y ait une image légitime des États-Unis. Et généralement, avec ces visites, on montre quels sont nos problèmes, mais aussi quels sont nos avantages, mais au minimum d'avoir la capacité pour quelqu'un de dire non, quand j'ai visité les États-Unis, j'ai vu ça. On peut avoir ne pas être d'accord sur certaines questions politiques, mais nous voulons toujours que les gens aient une bonne image de leur expérience aux États-Unis avec les Américains. On peut espérer sur une poursuite, voire un renforcement de ces programmes? J'espère que oui, mais bon, quand je suis arrivé, j'ai fait presque 40 ans dans le service diplomatique maintenant. Quand je suis arrivé, c'était à l'époque, il y avait des centaines. Je vois si je suis dans le ministère de Santé, la plupart des vieux directeurs ont fait la formation financée par le gouvernement américain. Il y a toujours certains qui sont financés, particulièrement par NIH, mais on a minimisé ces présences. Généralement, pour le Mali, en total, il y a probablement une trentaine de Maliens qui peuvent faire un échange chaque année. Je serais très content d'avoir 300, mais c'est une question des priorités, de bouger. Alors, c'est toujours là. Le Mali, c'est toujours prioritaire, mais ce n'est pas au niveau des années 60, des années 70. Alors, le Mali, les Maliens qui se souviennent bien de ce programme emblématique, le Corps de la paix, qu'est-ce qu'il devient? Avant, j'étais ambassadeur en Guinée et j'ai eu une groupe complète de Corps de la paix. J'étais aussi le numéro 2 en Mauritanie. En Mauritanie, il y avait une attaque terroriste et le Corps de la paix a décidé de tirer ces gens. Et ils m'ont dit, bon, nous savons comment expliquer aux parents comment le fils ou la fille était tué en termes de maladie, en termes de crimes, mais nous n'avons pas une explication comment il était tué par les terroristes. Alors c'est triste parce que j'ai vu en plusieurs pays, à cause du terrorisme, c'était après l'attaque à Radisson Blu qu'ils ont tiré le Corps de la paix. Parce que pour moi, c'est l'un des programmes les plus efficaces du monde. Quand il y a des volontaires de Corps de la paix, ils sont les vrais ambassadeurs des États-Unis. Et en certaines zones, quand j'étais en Guinée, chaque fois que j'ai rencontré un Guinéen qui a bien parlé anglais, oui, c'était à cause d'un volontaire de Corps de la paix, une jeune qui a passé 3 ans dans notre village. C'est un grand programme, mais c'est avec difficulté de voir l'attracteur dans les années suivantes. Alors, Excellence, si on vous demande quels sont les aspects, en quelques mots, de la coopération entre les deux pays dont vous êtes le plus fier, qu'est-ce que vous répondez? Bon, pour nous, c'était toujours, même s'il y a des divergences sur certaines questions politiques, de rester avec les portes ouvertes pour la coopération. Et je pense dans certains aspects, particulièrement en termes de coopération de développement, de santé, d'éducation, de la justice, il y avait des avances. Et je suis en train maintenant de faire mes adieux avec les ministres et je vois que généralement, ils pensent que bon, ils respectent les États-Unis, ils pensent qu'avec la compréhension de nos valeurs, que le gouvernement américain a continué de travailler, d'être un partenaire légitime de long terme pour le Mali. Pour elle qui va me remplacer probablement,
il y aura assez de changements. Mais à la lumière de tout ça, comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations entre les deux pays? Bon, on va continuer, je pense, dans les circonstances actuelles jusqu'à la fin de la transition. Et c'est une transition il y a assez de choses qui doivent être faites. Mais je pense que même les Maliens, ils veulent voir ces changements. Après des élections, nous espérons qu'on peut renforcer même plus ce que nous avons déjà. Mais pour la plupart, c'est avec cette transition qui c'est le point de départ pour renforcer nos relations. Qu'est-ce que vous direz en un mot aux Maliens au moment de quitter le Mali? Non seulement j'ai bien voyagé dans votre pays, j'ai toujours aimé toutes mes visites et j'ai toujours apprécié parce que les Maliens sont fameux d'être des gens qui sont très gentils, qui sont toujours ouverts et toujours dans tous mes contacts au niveau officiel, au niveau des peuples communs, c'était toujours charmant et ça c'est toujours quelque chose, je sais tous les membres de mon ambassade et tous les diplomates, nous avons cette même sens que les Maliens sont ouverts, ils sont les gens de cœur. Alors vraiment, j'ai bien apprécié mes 3 ans ici. On vous souhaite bon retour au pays. Merci. Et on vous souhaite aussi bon vent dans vos nouvelles fonctions. Bien. Et Merci nous beaucoup. vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.